Bonjour à tous pour cette émission spéciale de 2 heures d'interaction, de discussion avec la rédaction de Mediapart à la faveur de cette journée porte ouverte d'un point de vue numérique, évidemment, distanciel et non en présentiel pour les 13 années de journalisme et d'indépendance de Mediapart, en quelque sorte notre anniversaire. Et donc nous avons voulu discuter avec les lecteurs de manière la plus interactive et la plus profonde possible sur 2 thématiques entre midi et 14h, découpées en 2 tranches dont je vais animer la première jusqu'à 13h sur une thématique qui nous tient à cœur, qui est en quelque sorte ce qu'on appelle beaucoup dans le milieu du journalisme, le journalisme d'impact, qu'il va falloir encore définir comme concept. Au fond, à quoi bon ? À quoi bon nos articles, à quoi bon nos enquêtes, quelles en sont les éventuelles conséquences, comment, par-delà la révélation, par-delà l'analyse, par-delà l'enquête, par-delà le reportage, nous pouvons être utiles aux lecteurs, utiles à la société, utiles à ceux qui ne pensent pas pareil. Pour ce débat, nous avons réuni 3 personnes du service enquête de Mediapart, Marine Turki. Salut Marine. Salut Fabrice. Michael Hajdenberg, salut Mika, qui co-dirige le service enquête avec moi et sera tout du long de l'émission à nos côtés. Il est là, Tariq Safraoui. Salut Tariq, qui va relayer vos questions en vidéo que vous pouvez poser sur le chat qui normalement est sur la droite de votre écran si vous nous regardez sur un ordinateur ou dessous votre écran si vous nous regardez sur un téléphone portable. Alors, pour engager la conversation, je vais peut-être poser une question un peu chapeau, comme on dit. Le chapeau, vous savez, c'est le petit texte qui résume les articles de Mediapart sous le titre. Sur le journalisme d'impact. Au fond, Marine, Mika, je ne sais pas lequel des deux veut répondre en premier. Qu'est-ce que, d'après vous, un journalisme d'impact ? C'est-à-dire, quelles conséquences et comment on peut mesurer l'impact du journalisme quand on travaille dans une rédaction comme celle de Mediapart ? Mika, Marine ? Allez, Mika. C'est un concept en fait qui n'est pas évident à définir, qui est plutôt anglo-saxon. On voit le Guardian, par exemple, parle beaucoup du journalisme d'impact. Et nous, on s'est interrogé nous-mêmes sur qu'est-ce que ça signifie en fait un journalisme d'impact. Ça mène à réfléchir à notre propre pratique et à ses conséquences. En fait, je crois que pour dire les choses tout bêtement, c'est un journalisme qui a des conséquences. Pas forcément directes, pas forcément les plus visibles. Parce que quand on pense journalisme d'impact, les gens vont penser « Ah, c'est l'article qui a fait tomber un tel ou un tel. Ah, c'est l'article qui a conduit à la condamnation d'un tel ou un tel. » C'est vrai que parfois, ce sont les conséquences que peuvent produire certains de nos articles. Mais il y a aussi tout un tas de choses qui nourrissent le journal au quotidien, par nos enquêtes, par nos reportages, etc., qui nourrissent la conversation publique, qui changent l'agenda, en fait, tel qu'il est pensé, tel qu'il est voulu par les pouvoirs publics, qui aimeraient qu'il soit sur des rails, qui aimeraient que les journalistes, souvent, ne soient que des relais de leurs communicants. Et nous, la façon dont on va choisir des sujets, dont on va mener nos enquêtes et sortir des informations, ce qui est la base du métier, mais qui est parfois un peu trop oublié, va permettre de changer ce quotidien-là et faire autrement l'information. Marine ? Oui, en complément, c'est vrai qu'on parle souvent de Mediapart comme des scoops qui vont concerner tel ou tel ministre, par exemple, d'affaires retentissantes. Il y a aussi des choses beaucoup plus ancrées dans le quotidien. Pour prendre 2 exemples qu'on a traités à Mediapart sur d'autres sujets que le politico-financier. Mickaël avait révélé l'affaire de Pontoise qui concernait une fille de 11 ans qui avait eu une relation sexuelle avec un homme de 28 ans et ça posait la question de la définition du consentement. Et donc, il y avait eu toute cette affaire qui avait déclenché beaucoup de débats. Plus récemment, sur le sujet du devoir conjugal, il y a une femme qui a été sanctionnée d'un divorce pour faute par la justice française, par la Cour d'appel de Versailles, pour avoir refusé d'avoir des relations sexuelles avec son mari pendant plusieurs années, ce qui a remis le débat sur le devoir conjugal, sur la conception qu'on a aujourd'hui aussi du consentement, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a révélées, qui ne concernent pas des gens connus, mais qui alimentent la conversation publique, qui font avancer aussi peut-être les choses, parce qu'ensuite, la société, les associations ou autres vont s'emparer de ces révélations, de ces éléments. Et c'est le cas dans cette affaire, puisque la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, est saisie. Et donc, je pense que notre travail, c'est aussi de faire cette pédagogie-là sur un certain nombre de concepts. Et c'est d'autant plus vrai sur les violences sexuelles et sexistes, qui est un thème qui vraiment nous
nous tient à cœur à Mediapart de documenter ces violences et les mécanismes qui vont les sous-tendre, les mécanismes d'abus de pouvoir, d'emprise, de contraintes économiques, morales, etc. Parce que, par exemple, sur ces sujets, dans l'imaginaire public, un viol, c'est dans le parking avec un inconnu dans le noir, tard. On sait aujourd'hui que, en réalité, dans 8 cas sur 10, l'agresseur, il est connu de la victime et que donc c'est le rôle des journalistes, je crois aussi, de raconter un petit peu tout ça, de faire de la pédagogie. Je pense qu'on a un rôle de révéler ce qui est dissimulé, ce qui a tenté d'être étouffé, par exemple, mais aussi on a un rôle de pédagogie sur un certain nombre de sujets et d'alimenter cette conversation publique et démocratique sur tout un tas de sujets. Alors, en termes de pédagogie, on a une première question déjà. Tariq, je crois que tu es avec nous. On va essayer d'y répondre. Tariq. On a une première question de Brigitte directement sur le sujet. C'est sur les enquêtes, sur violences sexuelles. On t'entend pas du tout. Bon, alors Mika, tu voulais rebondir à ce que disait Marine? Non, je trouve, puisque Marine, qui est spécialiste des questions de violence sexistes et sexuelles, aborde cette question, je veux dire, l'enquête des 20 dernières années qui a sûrement eu le plus d'impact dans le monde, c'est l'enquête sur l'affaire Weinstein. En fait, c'est une enquête qui a un tremblement de terre absolu. Du New York Times et du New Yorker. Exactement. Bon, on va pas raconter cette enquête qui est connue de tout le monde, en fait, dans le monde entier. Mais à notre petite échelle, ce que Marine a fait, par exemple, en racontant l'histoire d'Adèle Haenel, c'est difficile de mesurer l'impact de cette histoire. Comment mesurer ce que ce récit a pu générer dans la société française? Mais on le sent bien que ça a généré des choses, que ça a participé, avec d'autres, bien évidemment, mais d'une prise de conscience dans la société française, d'évolution, de personnes qui sont mieux écoutées aujourd'hui. Et on espère, avec ça, avec ce type de récit, faire évoluer les choses petit à petit, que ce soit la législation, Marine l'évoquait tout à l'heure, mais que ce soit aussi des attitudes au quotidien et la manière de se comporter des hommes notamment. Alors je crois que Tariq est revenu avec nous, pas seulement avec l'image, mais aussi avec le son. Tariq ? On m'entend ? Est-ce qu'on m'entend bien ? C'est bon. Magnifique. Alors la première question, c'est une question de Brigitte qui nous demande, dans les enquêtes sur les violences sexuelles sur mineurs, y a-t-il ensuite un suivi des familles touchées ? Très bonne question sur la patte humaine et un peu le relationnel qui peut être celui du journalisme vis-à-vis des protagonistes d'une enquête. Je crois comprendre ça de la question de Brigitte. Marine ? Alors effectivement, notre enquête, elle ne s'arrête pas le jour de la publication. La première chose qu'on fait souvent, que ce soit moi ou d'autres à la rédaction qui traitent ces sujets, c'est de prendre des nouvelles après la publication, des victimes, leurs familles, même des témoins, des gens qui ont témoigné dans l'article pour savoir qu'est-ce qui s'est passé une fois l'article publié, comment a été reçu cet article, est-ce que tout va bien, est-ce qu'il y a eu des conséquences, voilà. Donc on prend quand même ces nouvelles-là et puis surtout, la plupart du temps, on assure un suivi de cette affaire en fait. Donc on va documenter ce qui a pu se passer après, ce qui a pu être par exemple, je dis n'importe quoi, mais si on traite d'une entreprise où des violences sexuelles ou du harcèlement ont été signalés, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises et en fait les choses sont peut-être pas non pas rentrées dans l'ordre, mais en tout cas il y a des choses qui se sont passées après l'article. Ça, on le documente aussi. Mais c'est vrai qu'on est dans une grande conversation avec les personnes victimes qui nous ont, par exemple, sollicité, qui ne s'arrête pas le jour de la publication de l'article. Je peux citer un grand nombre d'articles où, encore aujourd'hui, on est en lien avec les personnes qui disent ce que cet article a généré dans leur vie aussi, parce que de la même manière que ces violences vont avoir des conséquences dans leur vie personnelle, leur vie professionnelle, leur vie familiale, etc., l'article aussi a des conséquences, qu'ils soient positifs ou négatifs, encore une fois, mais du coup, ça bouleverse quand même quelque chose, et puis souvent, il y a aussi un soulagement quand même d'avoir parlé, puis d'avoir pu aider d'autres personnes avec ce récit. C'est quand même souvent ce qui motive aussi les gens qui nous contactent dans ces affaires-là, c'est de pouvoir, avec leur récit, aider d'autres et puis contribuer à ce mouvement de parole et puis aussi d'écoute, parce que on parlait de comment on mesure finalement l'impact de ces sujets. On le mesure aussi à petite échelle dans notre boîte mail. C'est-à-dire qu'on reçoit un grand nombre depuis des années, mais d'autant plus depuis un an, de messages, de témoignages de violences sexuelles, et pas seulement de victimes, mais aussi de personnes qui veulent témoigner ou aider les victimes dans cette parole-là. Et ça, c'est un petit peu la nouveauté, c'est que maintenant on a des gens qui nous écrivent en disant moi dans mon entreprise ma collègue elle vit ça et je veux dénoncer ça et je veux la soutenir avec son accord, mais c'est moi qui vous fais ce message. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, je crois, qu'on constate dans les messages qu'on reçoit.
Et il faut bien dire qu'on reçoit beaucoup de messages à Mediapart sur tous les sujets, notamment dans notre boîte mail enquête@mediapart.fr. Il faut la donner si les gens ont envie de nous envoyer des choses. Mais sur les violences sexuelles et sexistes, on reçoit un flot de messages, d'alertes, de témoignages qui, à mon sens, est sans précédent. Tariq, d'autres questions déjà arrivées ou on poursuit ? Ouais. Vous m'entendez toujours ? Alors du coup, j'ai une question de elle. Journalisme d'impact égale un journalisme qui alimente les discussions, mais alors quelle est la différence avec le journalisme classique ? Alors disons que si je peux peut-être amener une petite pierre à l'édifice de la réflexion et de la question qui est très bonne, peut-être que précisément on s'est élevé contre un journalisme qui est alimenté par la discussion et l'opinion. Et qu'à Mediapart, depuis 13 ans, au contraire, nous voulons produire des faits qui produisent de l'opinion et de la discussion, y compris contradictoires. C'est-à-dire exactement l'inverse d'une société médiatique qui serait prise dans les mâchoires du commentariat. Vous savez, où on voit toujours des éditorialistes qui ont un avis sur tout en permanence, matin, midi et soir, et peut-être de se dire ici que nous étions des petits artisans du réel, et y compris... le terme de pédagogie a été dit tout à l'heure, leur instituteur, c'est-à-dire de d'abord trouver, pas la vérité, c'est trop compliqué comme concept, la vérité, seuls peut-être les religieux et les philosophes en ont des définitions précises, mais en tout cas des faits qui, comme des petits cailloux, nous les mettons les uns à côté des autres, et ça nous permet d'un peu mieux comprendre le monde tel qu'il est. Et c'est un peu ça, je crois, qu'on commence à se dire entre nous sur l'impact. Il est d'ordre tout à fait différent. Ça peut être l'impact culturel d'une révolution mondiale née de révélations de presse, c'est MeToo. Et ce nouveau rapport, cette libération, dit-on, de la parole, mais peut-être d'abord celle de l'écoute, des conséquences que ça peut avoir à l'échelle de la planète. Ce sont des impacts qui peuvent être d'ordre judiciaire, des enquêtes qui ont eu des conséquences sur l'institution judiciaire ou pas, des enquêtes qui ont des conséquences politiques. Alors c'est là le plus, pardon de l'expression, chimiquement pur, la révélation qui fait entre guillemets tomber un ministre, ce qui d'ailleurs alimente chez certains l'idée que nous serions des coupeurs de tête. C'est ce qu'avait dit François de Rugy au moment des révélations de Mediapart. Et puis ça peut être aussi de l'impact du point de vue institutionnel. La loi qui change, des institutions qui sont créées. De ce point de vue-là, l'affaire Cahuzac a été un très bon exemple. L'affaire Cahuzac n'a pas simplement été le récit de la chute d'un ministre, mais ça a permis la création du parquet national financier que beaucoup de responsables politiques vouent hégémonie désormais à cause des faits qu'il met au jour. Ça a été la création d'une haute autorité pour la transparence de la vie publique qui a permis pour la première fois en France de contrôler réellement l'argent public des élus français, mais aussi la création de nouvelles lois contre la lutte contre la fraude fiscale et la corruption. Voilà. Et de tout cela naît forcément de la discussion dans le débat public avec des avis divergents, et tant mieux. Et c'est précisément notre rôle d'offrir la grammaire de cette discussion qui sont les faits et encore les faits. Je ne sais pas si Marine ou Mika veulent réagir ou si Tariq, tu as une question. Moi, j'ai une question qui va directement après, mais même deux questions qui sont assez similaires. Une première de Vertuchou qui dit subissez-vous des pressions, notamment au sujet de vos investigations politiques ? Craignez-vous des actions ou pressions ? Nous nous souvenons de la tentative de perquisition. Ensuite, elle dit je vous trouve très courageux et admirable. Je partage le compliment. Et une deuxième question du même acabit. Vous enquêtez sur des sujets très sensibles, parfois même brûlants. Le journaliste d'investigation israélien Ronen Bergman était d'ailleurs dans le viseur du Mossad. Par ailleurs, on sait aujourd'hui que les multinationales font tout pour mettre KO les journalistes gêneurs. Vos journalistes disposent-ils d'une formation obligatoire en cybersécurité chaque année ? Bref, comment vous faites pour vous protéger ? Alors, Mika, Marine, est-ce qu'il y en a un qui veut d'ores et déjà réagir sur non, mais sur les pressions, moi, je pense qu'il faut plutôt dire que déjà le courage, il vient des sources quand même, qui acceptent à un moment donné de nous confier leurs récits, leurs documents, leurs alertes. Donc, avant même les journalistes, c'est les sources qui sont au cœur de tout ça.
Et notre premier impératif, c'est de les protéger, en fait. Et on va parfois, si on estime que à tel instant T, elles ne vont pas être protégées, on va pas publier plutôt que de les mettre en danger. Donc ça, il faut le dire, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que notre premier travail, c'est quand même de s'assurer de ça et qu'elles ne soient pas mises en danger. Donc on fait tout ce travail-là. Et donc on garantit cette protection aux sources. Après, ce qui nous concerne... voilà, on est quand même un journal où collectivement on peut quand même là-dessus être assez fort. Mais oui, on a vécu la perquisition pendant l'affaire Benalla, qui a été un moment complètement surréaliste. Et on a fait une conférence de presse pour expliquer pourquoi c'était hallucinant et c'était une atteinte incroyable à notre liberté de presse et nos sources, parce que c'était en fait nos sources qui étaient cherchées. Mais oui, il nous arrive d'avoir parfois des coups durs sur le terrain. Moi, je l'ai vécu avec l'extrême droite, mais je pense que pour moi, le courage, c'est d'abord celui des sources, et c'est ce courage qu'il faut saluer et cette protection qu'il faut assurer. Ouais, si je peux appuyer ce que dit Marine, d'une certaine manière, nous sommes exposés, c'est-à-dire nous sommes, d'ailleurs, ce plateau le montre, dans une forme de lumière qui est d'ailleurs caractérisée, illustrée par la signature d'un article. Bon, ce qui rend public qui nous sommes par rapport à notre travail. Et il faut bien comprendre que derrière un article, derrière la façade d'un article, quand un lecteur le lit, en réalité grouille une infinie de personnes totalement invisibles. Il y a les gens qu'on cite, ouvrez les guillemets, la citation d'une personne qui accepte de parler on, comme on dit dans notre jargon. Ça, ce sont des protagonistes d'une histoire. Mais en fait, une histoire ne peut jamais être racontée sans les sources, ce qu'on appelle les sources. Et il y a des gens qui se mettent en danger professionnellement, humainement, parfois même plus que ça, de manière plus grave que ça. Et les grands textes internationaux, la jurisprudence française, la loi française autorisent la presse, et c'est normal, à protéger ces gens pour ne pas que leurs gestes d'alerte aient des conséquences néfastes sur leur vie personnelle ou professionnelle. Et c'est à nous, journalistes, d'en assumer les conséquences après avoir vérifié les infos. C'est pas parce qu'on nous envoie une info, évidemment, qu'on va la publier. Il faut qu'on la vérifie, qu'elle soit vérifiable et exacte, et qu'elle soit d'intérêt public pour que nous la publions. Et c'est à nous d'assumer les conséquences de cela, y compris devant les tribunaux. On le répète souvent entre nous, mais Mediapart, c'est 250 procès à peu près depuis 13 ans. Nous avons connu ces dernières semaines une série de délibérés, de jugements dans un nombre de procès assez impressionnant, puisque nous avons gagné contre le tycoon Monsieur Bolloré, nous avons gagné contre le directeur de Paris Match et du Journal du Dimanche Hervé Gattegno, nous avons gagné contre l'ancien procureur Philippe Courroy, nous avons gagné contre une proche de François Fillon suite à des révélations d'Antione Rouget. Nous saurons vendredi si nous allons gagner contre François de Rugy, et nous avons gagné récemment contre l'ancienne procureure nationale financier Liane Houlette, après que nous ayons révélé certains de ces conflits d'intérêts qu'elle contestait. Et ça, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'énergie qui sont déployés par la rédaction pour défendre notre travail, mais nous ne sommes pas de ceux qui considérons que ça n'est pas normal. Nous avons à répondre de nos écrits devant la loi si des gens, évidemment, s'estiment atteints dans leur honneur et leur intégrité. Mika, peut-être, si tu veux rebondir ? Non, pour apporter un autre élément, je pense que les pressions dans le métier de journaliste, elles peuvent aussi venir des sources, en fait, des sources des journalistes, bizarrement. Et nous, on dit souvent, et je pense que les gens ont du mal à le mesurer, et pourtant c'est tellement vrai, que l'organisation même de Mediapart, son organisation capitalistique, nous donne une grande liberté. C'est-à-dire qu'on n'a de compte à rendre à personne. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que dans les autres journaux, tous les jours, il y a un actionnaire qui relit chaque virgule d'un article. Mais ça veut dire que nous, on sait que de manière générale, systématique, jamais quelqu'un viendra nous faire une remarque. Et ça nous permet d'enquêter sur absolument qui on veut, que ce soit dans le monde économique ou dans le monde politique, où on enquête depuis l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Et je crois que nos lecteurs ont compris, en fait, cette liberté qu'on avait, et le fait que nous, ce qui nous intéressait, c'était d'apporter des informations, pas de cibler un tel ou un tel en fonction de ses idées ou de ses intérêts. Donc ça, c'est une première liberté. La deuxième liberté qu'on a, je commençais par là, c'est par rapport à nos sources. C'est-à-dire qu'on peut, par notre organisation rédactionnelle, et je pense que c'était une réussite des fondateurs de Mediapart, de penser la rédaction comme ça,
enquêter sur des domaines sur lesquels on n'est pas alimenté par les mêmes personnes au quotidien. Comment voulez-vous qu'un journaliste politique puisse révéler une affaire politique alors qu'il a besoin que non seulement cette personne, mais ses proches, des élus, son parti continuent de lui parler? Or, notre organisation fait aujourd'hui qu'on a un système où c'est d'autres personnes chez nous qui vont enquêter sur ces sujets-là. Pareil sur le sport. Comment voulez-vous qu'un journaliste de l'équipe puisse enquêter sereinement sur le PSG si, comme l'an passé, le PSG décide de le priver d'accès au camp des loges, c'est-à-dire le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain? Il ne peut plus faire son travail. Il est lié. Il a beau être de la meilleure volonté du monde, en fait, il sera privé d'informations. Le journal sera vide et à un moment, forcément, sa hiérarchie lui dira « écoute, c'est bien gentil tes affaires, mon coco, mais nous, on a besoin de savoir si Neymar ou Mbappé, ils sont blessés ou pas. » Et ça, tu ne le sauras qu'en allant sur place. Nous, on a la chance de pouvoir faire les Football Leaks, les affaires politiques, etc., par une organisation dans la rédaction qui nous rend absolument libres et qui nous enlève une forme de pression que les gens n'imaginent pas, mais qui est une pression très forte dans le journalisme au quotidien, souvent. Alors, il y avait une question aussi, Tariq, sur la sécurité, et notamment la cybersécurité, est-ce qu'on est formé, etc. Alors, pour y répondre, je sais qu'il faut qu'on en dise le minimum là-dessus. C'est ce qu'on nous apprend dans les formations. Donc, je réponds en disant que oui, nous sommes formés, mais je ne réponds pas en disant qu'il faut en dire le minimum sur ce type de formation, mais en tout cas, oui, nous faisons tout pour être évidemment les plus prudents vis-à-vis de nos sources. Tariq, d'autres questions peut-être ? On a Claudia sur le même sujet. Est-ce que vous trouvez-vous qu'exercer le métier de journaliste devient de plus en plus compliqué en France ? Je sais qu'on a vécu une année particulière à ce niveau-là avec quelques rédactions dans la rue. Oui, alors on peut peut-être pour répondre à Claudia, je crois, d'abord se décentrer et regarder ce que les autres disent de la pratique du journalisme en France, et notamment l'association Reporters sans frontières, l'ONG Reporters sans frontières, qui ne cesse d'année en année de déclasser la France, qui est normalement le pays de la Déclaration des droits de l'homme, si ce n'est le pays des droits de l'homme, dans son classement sur la liberté de la presse dans les pays. C'est-à-dire que la question de la liberté de la presse ne se pose pas que dans les pays non démocratiques, autoritaires ou illibéraux, comme on dit. Bien sûr qu'elle se pose avec une acuité plus particulière dans ces pays, puisque comme le droit de vote, la liberté de la presse, ce sont les premières choses que les autocrates attaquent. Et c'est vrai que nous avons connu à Mediapart, mais pas seulement à Mediapart, ces dernières années, et depuis que nous existons, 13 ans, des assauts contre la liberté d'informer, qui est moins des assauts contre nous, qui est en fait contre la possibilité des citoyens d'avoir accès à des informations d'intérêt général qui leur appartiennent. C'est cela qu'il y a derrière. C'est pas un petit geste corporatiste entre nous pour parler de nous et de nos difficultés. C'est de la défense des citoyens et de leur possibilité d'accéder à l'information. Nous avons connu, outre un certain nombre de procès qu'on appelle bâillons, une perquisition, ça a été dit, par la brigade criminelle quand même, et le parquet de Paris dans l'affaire Benalla, pour trouver nos sources après des révélations qui ont mis en difficulté le pouvoir exécutif. Mais ça a été aussi des auditions de journalistes liés à Mediapart ou de Mediapart par les services secrets intérieurs, parce qu'ils avaient révélé des documents confidentiels qui pourtant permettaient d'avoir accès à des informations très importantes sur la guerre au Yémen, par exemple. C'est les confrères de Disclose dont nous avons publié les informations. Et puis ça a été aussi dit, c'est lié au climat des violences policières, alors qui est un terme, d'après ce que j'ai compris, que Emmanuel Macron ne veut pas qu'il soit utilisé, peut-être parce qu'il considère qu'en effaçant les mots, on efface la réalité qu'il désigne. Mais beaucoup de journalistes, et ça a été montré par notamment David Dufresne, dont nous avons publié le travail dans Mediapart, beaucoup de journalistes ont eu à subir les assauts, et ça n'est pas qu'un mot, physiquement, de la police pour avoir couvert des manifestations qui étaient le théâtre de personnes qui se faisaient éborgner, arracher la main, et c'est un sujet sur lequel, évidemment, Mediapart a mis beaucoup de moyens. Tu pourrais aussi parler du secret des affaires. Absolument. On nous a opposé dans l'affaire des masques, par exemple. Absolument. Alors, très bon exemple, merci Mika, sur le Covid. Et en termes de journalisme d'impact, c'est vrai que quand l'an dernier, cette pandémie mondiale nous a saisis comme elle a saisi tout le monde, toute la rédaction s'est réorganisée pour essayer de traiter le mieux possible de la question
du Covid. Et Marine, avec Antione Rouget, avec Yann Philippin, ont formé par exemple une petite équipe pour faire, et je suis sûr que vous vous en rappelez, les premières grandes révélations sur ce que nous avons qualifié de mensonge d'État sur les masques. Et poursuivant l'enquête, les entraves, c'est aussi ça. On nous a opposé le secret des affaires pour avoir accès notamment à un certain nombre de contrats qui étaient passés entre l'État et des industriels des masques. Et donc, il y a encore de grandes zones d'ombre qui sont orchestrées pour empêcher que les citoyens soient informés. Tariq, est-ce que tu as d'autres questions ? Alors là, j'ai des questions. Je ne sais pas si ça fait partie des choses que vous ne pouvez pas dire pour votre sécurité, mais je la pose quand même. Quand il n'y a pas de lanceur d'alerte sur vos contacts, comment faites-vous pour découvrir une affaire ? Qu'est-ce qui en est à l'origine ? Et j'avais une autre, donc ça c'était une question de Julie, et j'avais une autre question similaire de Nicolas qui demande « Bonjour, pouvez-vous expliquer dans les grandes lignes l'organisation de votre pôle enquête et son fonctionnement depuis les recherches sur le sujet jusqu'à la publication des articles ?» Alors peut-être, on va prendre par la fin. Mika, si tu veux répondre un peu sur l'organisation, comment on essaye de structurer le travail, et peut-être Marine sur, en quelque sorte, qui est une question récurrente et c'est normal, comment naît une enquête, en quelque sorte. Mika, sur l'organisation du travail. Oui, sur l'organisation du travail, je crois qu'on peut dire déjà que à Mediapart, il n'y a pas que le service enquête qui enquête, en fait. C'est quelque chose qui irrigue tout le journal. Donc, des enquêtes, on en retrouve de toutes sortes dans le journal, aussi bien en société qu'à l'international, qu'en politique, en économie, etc. Ça, c'est important qu'on le sache. Il y a quand même un service qui s'appelle enquête, parce que... Voilà, il est organisé de telle façon que c'est le cœur de son travail. Et puis au début, je pense, des appellations anciennes, etc., qui ont été conservées, qui partaient je pense, beaucoup d'affaires politico-financières au début, du domaine du policier, de la justice, etc. En réalité, aujourd'hui, au sein de ce service, c'est un petit peu plus vaste, parce que ça va depuis les leaks auxquels on peut participer, jusqu'au terrorisme fait par Mathieu Suc, en passant donc par la justice avec Michel, en passant par la police avec Pascal Pasquariello, en passant par le politico-financier avec Antione, l'extrême droite avec Marine et aussi les violences sexistes et sexuelles, Karl sur plutôt tout ce qui est la corruption internationale, mais enfin bon, voilà, tout ça se chevauche, c'est-à-dire souvent on est amené à travailler les uns avec les autres, créer des équipes. Tu viens de le dire, personne n'était dédié a priori à travailler sur les masques ou sur le Covid. Du jour au lendemain, il y a toute une rédaction qui se retourne et qui se met à travailler là-dessus, sans lanceur d'alerte particulier. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, les informations, on va aussi les chercher. Il y a ce qu'on appelle les enquêtes d'initiative, et puis il y a tout bêtement, en fait, comme dans n'importe quel type de journalisme, il n'y a pas de secret dans le journalisme d'enquête, d'impact, d'investigation, que sais-je, c'est appeler les gens qui ont des informations qui sont susceptibles d'en avoir. C'est pas toujours les gens qui viennent à nous et leur demander mais comment cette décision a été prise, pourquoi, essayer d'éclaircir les zones d'ombre telles que tu le disais. Et souvent c'est comme ça que ça marche. C'est pas forcément quelqu'un qui à la base apporte une information. Marine ? Oui, non, pour aller dans ce sens-là, il n'y a pas de règle sur comment commence une enquête. Et c'est vrai que c'est une question qu'on a tout le temps, à peu près tout le temps. Comment vous vous mettez à enquêter là-dessus plutôt que là-dessus, etc. Il y a à la fois effectivement des enquêtes d'initiative où on se dit que voilà, on va mettre tel sujet ou telle enquête à l'agenda, on va partir de rien ou pas grand-chose, mais d'une intuition en tout cas. Et puis voire d'un a priori. Oui, voilà. Et puis notre rôle, ça va aller d'aller vérifier en fait l'hypothèse de départ et c'est normal d'avoir des doutes et de les confirmer, de les infirmer, voilà. Ou alors effectivement de partir d'une alerte. Alors l'alerte, ça peut être un témoignage, ça peut être un document, ça peut être un début de fil à tirer, mais dans tous les cas, il faut le redire parce que pour nous c'est évident, mais il faut quand même le redire. On va vérifier tout ça. Et je crois que le succès de Mediapart s'explique aussi par le temps qu'on donne, qu'on laisse à nos enquêtes. Et il arrive souvent que ces enquêtes, on les lance, et puis à un moment donné, on est un peu coincé, on laisse reposer, et puis ensuite on va s'y remettre, ou on va avoir un nouvel élément qui va permettre d'avancer. Donc en fait, ces enquêtes, elles se font pas en une fois en général. Et puis parfois, on va effectivement collectivement agréger des forces, des sources, des éléments pour. C'était le cas sur les masques, c'est le cas sur plein d'autres
plein d'autres enquêtes, Benalla, de Rugy, etc. On va agréger un petit peu les forces. Et c'est vrai qu'il y a une longue chaîne qui est un petit peu invisible pour les lecteurs et lectrices de travail. Et nous, on travaille beaucoup collectivement. On a une réunion au service enquête une fois par semaine, qui est un moment très important, où on se parle un petit peu de l'avancée de nos sujets, où on échange quand même un certain nombre de sentiments sur tel ou tel élément, mais surtout après, voilà, il y a le rôle de Fabrice et Mickaël qui sont ici dans l'encadrement de ces enquêtes, l'accompagnement qui est crucial. Parfois, on va prendre aussi l'avis de notre avocat sur tel élément, savoir si on est assez solide à son avis, etc. Enfin, c'est tout un ensemble d'éléments, c'est une chaîne assez collective. Donc derrière la signature d'un ou d'une journaliste, il y a beaucoup de travail collectif derrière. Et ça, c'est intéressant. Et je pense que donc les gens font aussi parfois appel à nous en termes d'alerte, etc., parce qu'ils savent qu'on va tout vérifier, que ça va être long, solide et que ça va être inattaquable. Et c'est pour ça, tu le disais tout à l'heure, on a énormément de procès parce que nos enquêtes, elles sont assez exposées, elles ont effectivement beaucoup d'impact et de conséquences, mais on rend compte de ça devant les tribunaux et on a perdu très très peu de procès par rapport au nombre incroyable. Je crois que c'est le meilleur taux de la presse française. Oui, voilà. Donc c'est aussi un gage de solidité, de sérieux, qui fait que du coup, les gens vont faire appel à nous pour cette raison, et puis aussi pour la raison qu'évoquait tout à l'heure Mickaël, qu'on ne cède pas aux pressions, que ce soit les pressions des sources, des annonceurs, des actionnaires, et ça, c'est une réalité dans notre organisation de travail. Mais peut-être, Marine, pour illustrer ce que tu dis, l'exemple de ton enquête dont l'impact a été immense sur Adèle Haenel ou avec Adèle Haenel ou autour d'Adèle Haenel, je ne sais pas comment il faut dire le plus précisément possible, est un très bon exemple, je crois, de la manière dont peut naître une enquête parmi d'autres exemples. Je me permets de te poser la question parce que ça a déjà été un peu rendu public. Est-ce que peut-être tu peux juste raconter rapidement comment les choses se sont déroulées et comment, pour illustrer ce que tu viens de dire, c'est pas parce qu'on a une alerte qu'on vérifie pas tout, y compris de manière peut-être parfois désagréable pour ceux qui lancent l'alerte. Alors d'ailleurs, on l'a raconté, la manière dont a démarré cette enquête, pour dire la transparence qu'on fait aussi loin qu'on peut sur ces enquêtes, c'est que j'ai raconté dans un billet de blog comment cette enquête avait démarré. Donc c'est une rencontre dans un événement privé où je croise au milieu d'autres gens Adèle Haenel que je ne connais pas, qui livre son récit au milieu d'autres femmes qui d'ailleurs vont livrer aussi des récits de violences sexuelles. Et moi, mon réflexe de journaliste revient dans cette conversation. Même si c'est une soirée. Même si c'est une soirée. Moi, ce témoignage m'intéresse, mais ce que je lui dis tout de suite, c'est que je ne vais pas publier tel quel ce témoignage. Je vais le prendre et je vais vérifier chaque élément. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les dates, ça veut dire les protagonistes retrouvés, parce que bon, on est sur des faits qui sont étalés sur plusieurs années et qui sont déjà anciens. Donc, je vais retrouver les gens, ce qui n'est pas forcément évident, les témoins, rechercher s'il y a potentiellement d'autres victimes ou pas, et à la fin, amener tout ça et puis aller confronter Christophe Rogia, le réalisateur qu'elle accuse, à tous ces éléments. Donc, c'est un long processus, mais qui démarre d'un fait un petit peu anodin, une rencontre fortuite de la vie. Donc ça nous arrive aussi, nous, citoyens, citoyennes, personnes qui avons des vies, de croiser des gens qui ont des informations. Mais dans tous les cas, on va vérifier tout ça. Peut-être que d'autres journaux auraient publié simplement l'entretien d'Adèle Haenel tel quel, etc. C'est pas notre façon de faire, et d'autant plus sur ces affaires de violences sexuelles et sexistes qui sont particulièrement délicates et sur lesquelles il faut redoubler sans doute d'enquête, parce qu'on a parfois des documents, mais la plupart du temps, on ne va pas avoir le smoking gun, la pièce qui va prouver les choses. Donc, il faut faire une enquête d'environnement, il faut retrouver les gens, il faut... de la même manière que la justice va parler, elle, d'indices graves et concordants, mais nous, on va chercher un certain nombre d'indices qui vont pouvoir crédibiliser cette parole et qui vont pouvoir ensuite nous permettre d'être assez solides pour poser des questions et avancer dans l'enquête. Donc cette vérification, elle est très longue, et que ce soit une enquête d'initiative ou une enquête à partir d'une alerte, on va tout vérifier en fait. Et je rappelle, Adèle Haenel, c'était 7 mois d'enquête. Tariq, tu as une question, je crois, dans le prolongement de ce qu'on est en train de se dire.
Ouais. Je suis en train d'essayer de la retrouver, mais c'était justement sur le même sujet, sur l'enquête Adèle Haenel. Voilà, je l'ai retrouvée. C'est Hélène qui nous demande: pensez-vous qu'une enquête comme celle sur Adèle Haenel a vraiment un impact sur la société? Est-ce que sa médiatisation fait vraiment évoluer les mentalités? Alors Marine, cette question. C'est difficile de juger soi-même l'impact de son enquête, mais ce qu'on peut dire, c'est que déjà, on a reçu après cette enquête un nombre de messages, je pense, sans précédent, de témoignages de gens de tous âges, aussi bien des femmes de 75 ans qui disaient moi, il m'est arrivé la même chose dans les années 60 et j'ai pas pu à l'époque en témoigner, donc aujourd'hui, ça me fait du bien de lire ce témoignage, je m'y reconnais, etc. Que de jeunes garçons qui ont subi des violences dans leur enfance, par exemple, et qui, eux aussi, vont se retrouver dans ce témoignage. Donc, il y avait un côté très universel, je pense, dans le témoignage d'Adèle Haenel et qui ressortait dans notre enquête, qui permettait quand même, je pense, de faire avancer la discussion. Et puis, il y a autre chose, parce que ce que raconte quand même cette enquête, c'est tous les gens qui ont pu être alertés autour ou constater un comportement qui les a un petit peu interpellés, mais sans savoir exactement quoi faire. Et ça, je crois que ça renvoie à l'écoute de ces sujets par la société, par les gens, que ce soit dans l'entreprise, dans la famille, dans le groupe d'amis, etc., etc. Donc, je trouve que ça, c'est quelque chose de nouveau aussi qui était intéressant. Et puis surtout, toutes les personnes témoignaient ouvertement. Donc, je crois que c'est un signal fort qui est envoyé sur le fait que c'est pas honteux de parler de ces affaires, d'alerter sur ces sujets et de tendre l'oreille. Donc, je pense que quand même, ça fait avancer la discussion. Et puis surtout, Adèle Haenel a ouvert une porte qui, depuis, ne s'est plus refermée. Parce que bien au-delà d'Adèle Haenel, il y a eu Sarah Abitbol, la championne de patinage, qui a témoigné également de violences qu'elle avait subies. Il y a eu Vanessa Springora, il y a eu Camille Kouchner, il y a eu aussi tout un tas de secteurs, le secteur de la gastronomie, le secteur de la musique, et on l'a beaucoup documenté à Mediapart avec Musique Tout, les écoles d'art, etc. Donc en fait, je pense que c'est une porte qui ne se referme plus, qui fait avancer les choses et qui permet aussi d'avoir un certain nombre de mots, de mécanismes qui rentrent dans l'espace public. Il y a le terme d'emprise. Alors moi, je préfère l'idée parfois de contrainte économique ou morale au terme d'emprise, mais n'empêche qu'on apprend à nommer les choses. Le terme d'abus de pouvoir, on le comprend davantage, les rapports de hiérarchie, tout ce qui sous-tend finalement ces affaires-là. Et donc je pense que cette enquête, parmi d'autres qu'ont fait d'autres personnes à Mediapart ou d'autres gens dans d'autres journaux, permet quand même d'avancer sur ces sujets, de faire de la pédagogie et de faire témoigner des gens, puisque après cette enquête, au-delà des témoignages qu'on a reçus, on en a publié beaucoup dans une édition dans le club, dans la partie participative. Et donc ça raconte quand même un mouvement de parole, mais aussi un mouvement d'écoute parallèle, et je pense que c'est ça qui est en train de changer. Mika ? Ouais, non. Finalement, il y a un parallèle qu'on peut faire. Ça paraît très lointain, les affaires politico-financières et les affaires de violence sexuelle, mais il y a parfois des choses qu'on raconte et qui ne sont pas entendues. Et puis à un moment, c'est entendu. On ne sait pas pourquoi, ou on le sait un peu en tant que journaliste. Et parfois, on nous le reproche. Je veux dire, on nous dit, mais pourquoi, dans les courriers qu'on reçoit, mais c'est bien beau de vous intéresser à Adèle Haenel, mais nous, notre situation, moi, ce que j'ai vécu, c'est bien pire. Ou bien c'est au moins aussi égal. Et nous, on est plusieurs. Et en fait, c'est très difficile d'expliquer aux gens pourquoi on s'intéresse à une histoire et pas à une autre, pourquoi la leur, bien qu'elle nous touche énormément, et c'est pas qu'on ne les croit pas, mais qu'on ne peut pas tout raconter. Et en fait, à travers des affaires symboliques, on espère justement pouvoir faire un peu bouger les choses. Et Adèle Haenel, c'est un nom, et ce qui était formidable dans cette histoire, c'est que par ailleurs, Adèle Haenel elle-même, quand elle répondait aux questions de Marine sur le plateau de Mediapart, analysait pourquoi sa parole portait et expliquait pourquoi elle se devait de parler, parce que justement elle avait la chance de pouvoir être entendue. À travers une personnalité, une histoire, on a pu faire entendre une problématique beaucoup plus large. Mais c'est quelque chose qu'on a pu retrouver aussi dans des problématiques complètement différentes dans le journal. Voilà, Fabrice était bien placé pour le savoir et on se l'est dit 1000 fois, mais l'affaire Cahuzac en elle-même, parce que c'est Jérôme Cahuzac, a des conséquences énormes, alors que ça fait des années que le journal chroniquait les problèmes d'évasion fiscale, enfin, plus que de l'évasion fiscale, de fraude fiscale, de comptes à l'étranger, etc. C'est une problématique générale. Tant qu'elle n'est pas incarnée par une personnalité forte, en fait, ça ne prend pas. Et à un moment, il y a quelque chose, il se passe quelque chose dans la société, il y a une rencontre entre une histoire et une attente, et qui va déclencher quelque chose. Donc, parfois, même si les gens ont du mal à le comprendre, nos récits passent par ce type d'histoire ou de personnalité un petit peu connue. Et puis autre chose que je voudrais ajouter qui est un peu différent, mais c'est dire que
quand on essaie de mesurer l'impact d'une histoire, parfois il faut du temps. C'est un temps long en fait pour comprendre l'impact d'une histoire. Et ça c'est vrai dans tous les secteurs. Cette année, il y a eu des condamnations dans l'affaire dite Karachi, des condamnations importantes, même si Édouard Balladur lui-même n'a pas été condamné, mais peut-être qu'un jour, à force de chroniquer... directeur de cabinet. Voilà, peut-être qu'un jour, en fait, on sera enfin entendu sur la Cour de justice de la République et qu'à force de raconter que les ministres sont épargnés, peut-être qu'un jour la législation viendra à changer. Mais en attendant, son directeur de cabinet a été condamné et bien d'autres dans ces affaires d'importance. Et cette affaire, pourquoi j'en parle ? Parce que ça a été la première grande affaire de Mediapart, révélée notamment par Fabrice en 2008, et qui à l'époque, en fait, elle a suscité beaucoup de doutes. Comme on suscitait des doutes, l'affaire Cahuzac, l'affaire libyenne, etc. Mais à chaque fois, en fait, on a montré sur le temps long qu'on avait raison. Et donc, 25 ans après les faits et 13 ans après qu'on les ait révélés, le fait qu'il y ait eu ces procès montre aussi, pour l'histoire, que nous avions raison, que nos révélations étaient exactes. Et en fait, c'est ce qui se passe au fur et à mesure. C'est un peu la joie qu'on a aussi avec Mediapart qui vieillit, c'est qu'on voit aussi certaines affaires prospérer. Donc, il y a des choses qui changent. On pourrait prendre, tu parlais de l'affaire de Rugy tout à l'heure, ça fait des années que Mediapart chronique ce qui se passe à l'Assemblée nationale et le manque de contrôle sur les dépenses des députés, leurs frais, etc. Combien d'articles on a consacrés à ces questions ? Et parfois, il y a des affaires symboliques. On ne sait pas pourquoi, ou on sait un peu pourquoi, qui marquent les gens et qui font qu'il y a des petits changements qui surviennent ou qu'il y a des pratiques qui peuvent être modifiées par la suite. C'est-à-dire que là où parfois on nous reproche l'acharnement, la personnalisation, en fait, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il y a parfois l'incarnation qui n'est pas la personnalisation. Il n'y a jamais d'attaque ad hominem. Ce n'est pas contre les gens que nous enquêtons, mais c'est sur les faits que cela révèle. Et si des gens font des bêtises, ils sont victimes de leurs propres pratiques et de pas celles qui alertent et ceux qui révèlent. Tariq, est-ce que tu as d'autres questions ? Ouais, alors j'ai une question de Martin sur un autre sujet du coup. Bonjour, il y a un peu plus d'un an, Mediapart demandait au gouvernement la transparence sur le report des élections municipales. Où en est cette procédure aujourd'hui ? Voilà. Ouais. Alors Martin, en fait, c'est une demande qui avait été faite auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, qui nous a opposé un secret des délibérations liées à la décision élyséenne. Et donc, il nous est encore loisible d'essayer de relancer les questions, mais il est difficile dans l'écosystème démocratique français d'avoir accès à ce type de documents. Je ne sais pas si ça va permettre de répondre un peu, mais c'est vrai qu'en France, nous ne sommes pas comme dans d'autres démocraties, par exemple en Angleterre ou aux États-Unis, où il y a par exemple aux États-Unis un Freedom of Information Act, un FOIA, qui permet aux citoyens et par conséquent aux journalistes d'avoir accès à un nombre de documents absolument vertigineux. Ça peut être des rapports diplomatiques, des rapports de services de renseignement, des rapports liés à tel ou tel ministère ou telle administration centrale. Si de telles choses devaient exister en France, on est à peu près sûr qu'il y aurait des levées de boucliers dans toute la classe politique, à droite comme à gauche, sur la dictature de la transparence ou je ne sais quel totalitarisme qui viendrait pourtant simplement d'une chose très simple, consacrée par la Constitution, c'est la liberté d'être informé pour pouvoir décider collectivement, dans le brouhaha, dans la polémique, dans la cohérence et la cohésion parfois du destin d'une nation. Et là, ça a été un bon exemple, pour répondre à Martin, d'une difficulté d'avoir accès à des documents, et c'est pourtant précisément ce que nous cherchons pour ne pas être pris au piège de la communication. Et on le voit bien avec le Covid, et on le voit bien aujourd'hui, et on le voit bien depuis quelques jours sur, pardon, mais une forme d'hystérie médiatique sur le président épidémiologie, sur les petites confidences de couloir, de visiteurs du soir qui nous disent ceci, qui nous disent cela sur la stratégie. Mais nous, on veut des documents, on veut des faits, on veut des chiffres, on veut pas de la politique, on ne veut pas de la com, on ne veut pas ce type d'aléa qui ne fait qu'au sens propre du terme, je crois, divertir l'opinion des faits qui leur appartiennent. Tariq, est-ce que tu as peut-être d'autres questions ?
Ouais, on va élargir un petit peu. Du coup, quelle est la politique? Je vais avoir 3 questions. Une de Nautilus. Quelle est la politique de Mediapart pour la prise en compte des alertes et la reprise des contenus éditoriaux en région? Quels sont les filtres mis en œuvre? Ensuite, on a Jérémy qui nous demande certaines enquêtes sortent en collaboration avec d'autres médias d'investigation. Comment se coordonne ce travail de groupe? Comment mettre les informations en commun? Et ensuite, ça peut être une première ouverture vers le prochain plateau, mais travaillez-vous avec d'autres journaux d'impact dans le monde? Alors, je ne sais pas si... je peux peut-être essayer de répondre un peu sur les régions, puisque Mediapart, évidemment, fait tout pour ne pas être parisianiste. Il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, nous avons... des gens qui travaillent pour Mediapart, évidemment, partout en France. Les journalistes basés à Paris se déplacent et il y a des zones d'intérêt éditorial fortes à Mediapart sur telle ou telle pratique qui peuvent avoir lieu dans telle ou telle région de France. Par ailleurs, Mediapart a noué des partenariats éditoriaux avec de nombreux médias dits locaux, qui est un terme que je n'aime pas beaucoup, des médias en région, que ce soit avec le site Médiacité ou des partenaires comme Mars Actu ou Le Poulpe ou d'autres partout en France, où ces partenariats prennent notamment corps sur des échanges de contenus. Donc il arrive que des enquêtes de Mediapart qui, par exemple, découvrent des choses qui se passent à Marseille, et Mars Actu récupère l'enquête et la diffuse pour ses lecteurs, et puis Mars Actu qui révèle des informations sur Marseille qui nous intéressent se retrouve dans Mediapart. Tout récemment, je peux en donner l'exemple, il y a un procès très important autour de l'ancien président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini, élu socialiste, qui est poursuivi pour un certain nombre de faits présumés d'atteinte à la probité publique, pour parler par euphémisme. Eh bien, le suivi du procès est assuré par Mars Actu, et donc nous récupérons un certain nombre de leurs super chroniques. Mais quand nous révélons des informations sur les conflits d'intérêts de l'ancienne patronne du parquet national financier, Madame Houlette, qui a trait à des affaires marseillaises, eh bien Mars Actu récupère cette enquête. Est-ce que d'autres veulent répondre peut-être sur la coordination quand nous faisons des enquêtes à plusieurs, ou sur l'association avec d'autres médias en dehors de la région, en dehors des régions? La coordination, c'était à l'international, Tariq, c'est ça? Oui, je crois que c'est un peu ça, oui. Oui, parce qu'en fait, Mediapart appartient à un consortium qui s'appelle l'EIC depuis des années maintenant. Chez nous, c'est Yann Philippin en fait qui est en charge de coordonner ce travail, qui donne lieu à une réunion hebdomadaire en fait téléphonique, conf call le vendredi matin, où en fait il y a des échanges sur l'actualité et sur des dossiers en cours. Parfois, on a fait des grandes opérations, que ce soit les Football Leaks, les Malta Files ou d'autres, qui conduisent en fait à des publications communes à certains moments, c'est-à-dire que le travail, au bout de X mois d'enquête, est mis le même jour à la même heure sur les sites de nos journaux amis, qui sont allemands, italiens, espagnols, portugais, etc. Ça varie parce que selon les opérations, ça peut un petit peu changer. Il y a une base de 10 journaux, et puis parfois on est 11, 12, 13, etc. C'est formidable parce qu'en fait, un journal et une petite rédaction comme la nôtre ne seraient pas capables de faire face à des leaks de cette ampleur avec un nombre de données pareil. Donc il y a eu des opérations où il y a plusieurs dizaines, une soixantaine de journalistes qui ont été conduits à travailler ensemble sur une même base de données et à petit construire la façon dont ils allaient travailler ensemble, se répartir les tâches, les dossiers, les thèmes, les personnages, etc., pour ensuite recouper, retrouver, créer des synergies parallèles, et puis au final, donc publier une série d'articles. Parfois ça donne lieu, dans l'opération Football Leaks, ça pouvait être, il y a eu Football Leaks 1, Football Leaks 2, à chaque fois ça a été de mémoire une trentaine au moins d'articles, voilà, qui permettent de faire un travail voilà, qui est génial et qu'on pourrait bien évidemment pas faire par ailleurs tout seul. Et alors, juste Tariq, il y avait une question sur quand nous publions des enquêtes avec un autre journal ou un autre média, au-delà de la coordination type international avec nos confrères de l'EIC. Alors là, la réponse, en fait, c'est plus par affinité, par connaissance. Il arrive que nous connaissions des journalistes d'autres médias. Si je prends un exemple
que je connais bien. Par exemple, sur le génocide des Tutsis au Rwanda, il y a l'un des meilleurs journalistes français qui travaille là-dessus, est à France Inter et Radio France, Benoît Colomba. Et donc, avec Benoît, il nous est arrivé, parce que nous nous connaissons, de mettre en commun nos forces éditoriales d'enquête et de reportage pour pouvoir produire ensemble, en même temps, parce qu'on se dit qu'on est plus fort à deux que tout seul, et plus intelligent, et qu'on fait moins de bêtises, des enquêtes qui sont diffusées au même moment, à la matinale d'Inter et au même moment sur le site de Mediapart. Et donc ça, c'est tout à fait possible. Nous, on y est très favorable. Ça peut arriver avec la télé. On s'est déjà associé parfois à, par exemple, Envoyé spécial de France 2 ou d'autres émissions, parce que ça permet d'infuser ces faits d'intérêt public qui nous sont si chers par d'autres moyens que simplement ceux du journal, qui reste bien sûr le carrefour et le théâtre principal. Pardon, je fais tout tomber. C'est la décadence de la publication de nos enquêtes. Tariq, est-ce que tu as d'autres questions pour nous? Il est 12h52, donc il nous reste une toute petite dizaine de minutes. Je rappelle d'ailleurs que le site Mediapart est intégralement en accès libre toute la journée. Je dois même faire mon Edoui Plenel et vous dire que nous avons une offre d'anniversaire qui ne durera que jusqu'à minuit, je crois. C'est 3 mois pour 11 €. Enfin, c'est entre Edoui Plenel et Pierre Bellemare, ce qui est au moins l'invariant de la moustache. Tariq. Alors, on a une question, je l'ai. Est-ce que vous êtes obligé de communiquer vos informations à la police ? Alors ça, c'est une très bonne question. Non, nous ne sommes pas du tout obligés de communiquer nos informations à la police. En revanche, il y a une sorte de jurisprudence interne à Mediapart. Quand nous révélons des documents ou des informations qui ne sont pas connues de la justice et de la police, il arrive que la police ou la justice qui enquête ou s'apprête à enquêter sur le sujet qui est au cœur des enquêtes de Mediapart, prennent attache avec le journal. Alors, c'est pas, ils prennent attache officiellement. C'est par la voie de ce qu'on appelle dans la procédure pénale une réquisition judiciaire, nous demandant la communication de documents que nous avons rendus publics. La politique du journal, c'est que en aucun cas nous ne pouvons devenir des auxiliaires de police ou de justice, mais si l'information et le document a déjà été rendu public et déjà entre les mains des lecteurs, il n'y a aucune raison, en revanche, d'entraver en quelque sorte une enquête policière ou judiciaire. Donc on est sur cette ligne que nous assumons, qui est connue publiquement puisque nous en répondons publiquement, et qui parfois est, là aussi je vais euphémiser, peut-être mal compris par certaines autorités publiques, parce que quand nous révélons les fameux enregistrements Benalla sur les contrats russes, là c'est pas une réquisition qui s'est passée, c'est-à-dire qu'on a envoyé l'armada, 2 procureurs et 3 policiers de la brigade criminelle qui ont tenté une perquisition, donc qui est un acte de contrainte policier pour pouvoir accéder à nos ordinateurs, aux documents, éventuellement, évidemment, de notre point de vue, de trouver les sources qui posaient tant de tort au pouvoir exécutif au milieu de cette affaire Benalla. Et ça, évidemment, et d'ailleurs, ça a fait le tour du monde, cette tentative de perquisition, ça n'est absolument pas acceptable puisque c'est une attaque, comme cela a été dit partout, jusque dans les colonnes du Washington Post, du New York Times, comme un assaut contre la liberté d'informer. Est-ce que tu as d'autres questions, Tariq ? Allez, peut-être ce sera la dernière, je ne sais pas. On a quelqu'un qui s'appelle Bem, qui nous dit, y a-t-il des enquêtes que vous menez et qui, après parution, restent sans écho ? Comment vivez-vous l'impuissance et quels sont vos ressorts pour ne pas être découragé ? Des médicaments. Pardon, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Mais oui, bien sûr qu'il y a des enquêtes. Comment dire nous, on se dit souvent, à partir du moment où on consacre autant de temps, d'énergie, d'enthousiasme même pour notre travail,
et qu'on sort un papier et puis que ça prend pas, pour prendre une expression, voilà, on peut se dire voilà, on peut être déçu, mais je crois qu'il faut prendre tout ça avec un peu de philosophie. C'est pas grave, c'est ce que disait un peu Mika tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des longues traînes. Ce qui compte, c'est que ça existe, c'est que ce soit là. Le numérique, contrairement au papier, c'est une archive permanente. Donc les articles ne disparaissent jamais, en quelque sorte. Et nous posons des graines qui finissent par pousser. Mais c'est vrai que parfois, on se dit, mais c'est dingue comme on voit que la moindre petite phrase sans intérêt de com, de je ne sais quel univers politique, sature l'opinion médiatique pendant des semaines où, on le voit là, toutes les histoires qu'il y a depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, même sur la moindre crispation identitaire, même s'il n'y a pas de fait, même s'il n'y a rien. Et on en oublie des choses qui nous paraissent autrement plus importantes. Ça participe d'une forme de, je dirais pas de colère, parce que c'est pas tellement un sentiment qui nous habite, mais de nous dire qu'il faut continuer à marteler et à taper sur le même clou de l'intérêt public que nous essayons évidemment de défendre. Marine ? Oui, non, je voulais ajouter, il y a parfois des moments qui font qu'il y a une résonance particulière. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, sur l'affaire Gérald Darmanin, qui est accusé de viol. Quand à l'époque, avec Antoine Rouget, on publie un certain nombre d'articles, même une grande série, y compris beaucoup d'articles pédagogiques, début 2018, nos articles ont de l'écho, mais pas plus que ça. Et cet été, au moment où il est arrivé place Beauvau, on a continué de documenter cette affaire. On a continué de publier des articles qui ont eu davantage d'écho dans ce moment-là. Et encore récemment, en janvier, on a republié de nouvelles informations. Et là, on a eu un écho bien plus important qu'il y a 3 ans. Donc ça, c'est des moments, et ça, c'est des choses dont on n'est pas... Ça nous dépasse, c'est-à-dire c'est l'accueil que vont faire les lecteurs, les lectrices, la société dans un moment particulier. Mais il y a aussi des articles qui ont une résonance à l'étranger et pas en France. Je pense notamment aux révélations qu'on a fait à Mediapart sur les financements russes du Front National. Bien sûr, on en a parlé en France, quelques médias ont interrogé le Front National là-dessus, mais enfin, nous, on a vu combien à l'étranger, ça suscitait des réactions bien plus importantes, des questionnements, des longs articles de fond qui retraçaient toutes nos informations, de le Washington Post, la télé japonaise, enfin bon, on a vu vraiment un nombre de journalistes de pays différents défiler ici pour nous poser des questions, pour poser des questions au Front National, là où la France s'y intéressait moins. Et puis, 3e exemple, l'affaire Luc Besson. On a fait, je dirais, un travail encore plus important que ce que j'ai pu faire sur l'affaire autour du témoignage d'Adèle Haenel, et pourtant, la résonance en France a été... extrêmement faible. On a révélé le témoignage de 9 femmes dans plusieurs longs articles. Donc on ne sait jamais en fait à l'avance si nos articles vont effectivement avoir de la résonance ou pas. Mais comme tu disais, Fabrice, ils existent ensuite, ces articles, dans l'espace public. Et puis plus tard peut-être... des gens vont s'y repencher. Je pense notamment au travail de Antoine Rouget autour de Blanquer et du syndicat. Voilà, c'est quand finalement Libération va apporter un petit élément nouveau que tout le travail d'Antoine Rouget à Mediapart va ressortir et va intéresser. On a plein d'exemples comme ça. Donc nous, c'est pas notre sujet en fait. On fait notre travail, on fait nos révélations. Évidemment qu'on est déçus quand l'affaire va peut-être pas être aussi lue qu'on l'aimerait, par exemple. Mais c'est un travail qui existe et c'est un travail d'information et puis encore une fois de révéler aussi ce qui a été étouffé, par exemple. Non. Oui, on parlait de journalisme d'impact, mais le premier impact, c'est sur nos lecteurs. Donc même si l'affaire Besson n'a pas eu... On ne peut même pas parler de déception, c'est-à-dire n'a pas l'écho qu'on imaginait que pourrait rencontrer un tel scandale. Bon, mais au moins, nos lecteurs, nos abonnés, ils nous lisent, voilà. Et s'ils sont contents de ce qu'ils lisent et de ce qu'ils apprennent, déjà, c'est quand même la première des satisfactions. Et donc, abonnez-vous, 3 mois, 11 €, c'est l'offre spéciale jusqu'à minuit. Donc on va poursuivre un autre plateau sur comment le journalisme raconte le monde avec un même dispositif mais d'autres personnes. Le plateau sera animé par le responsable du pôle international de Mediapart, François Bougourn. Et je dois aussi vous dire qu'il y a une émission spéciale de À l'air libre ce soir à 19h, à 1 an de la présidentielle, sous le titre «
tout est possible et même le meilleur. Merci infiniment pour toutes ces questions. J'espère qu'on a été le plus clair et transparent possible. Et on poursuit donc avec le pôle international de Mediapart et comment raconter le monde ailleurs que depuis soi-même, notamment la France. Merci et à très vite.